Bienvenue sur le plateau Actu Environnement, un plateau qui, comme vous le constatez, a changé puisque nous sommes dans nos nouveaux locaux parisiens. Aujourd'hui, nous parlons de la COP22, la 22e session de la conférence des parties qui s'est achevée le 18 novembre à Marrakech. Une COP de l'action pour certains, une COP de l'indécision pour d'autres. Alors, que s'est-il passé pendant 2 semaines au Maroc ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celle que Laurent Fabius avait nommée la championne de haut niveau pour le suivi des engagements de la COP21, Laurence Tubiana. Bonjour. Bonjour. Économiste et diplomate, vous êtes l'ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique et la représentante spéciale du gouvernement français pour la COP21. Et à ma droite, Maxime Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, membre d'Attaque France et auteur de l'essai « Sortons de l'âge des fossiles, manifeste pour la transition », un ouvrage paru dans la collection Anthropocène aux éditions Seuil. Alors, à la veille de la COP22, donc l'accord de Paris est entré en vigueur, 111 États l'ont ratifié, cela aura pris moins d'1 an, c'est plus ou moins un record pour un traité de cette importance. Est-ce que, Laurence Tubiana, c'est cela finalement la bonne nouvelle de la COP22 ? Il y en a peut-être d'autres. Oui, d'abord, évidemment, celle-là était très importante, en partie parce que lorsque les pays ont approuvé le 12 décembre le contenu de l'accord, ils ont approuvé quelque chose qui n'était pas prêt complètement à accepter ou à absorber, si je peux dire, parce que, au fond, le niveau de précision du texte, l'ambition notamment des objectifs globaux de l'accord était très au-delà de ce qui était un peu ce qui était attendu. Donc on a eu un effet d'accélération dans la négociation qui faisait que, après tout, et en ayant relu le texte soigneusement, des pays auraient pu et auraient peut-être pu, oui, se désengager. Et donc c'est en cela que l'entrée en vigueur très rapide est un grand signe, non pas seulement parce que les pays ont voulu faire plaisir à l'administration américaine, au président Obama qui tenait à un héritage, à essayer de protéger ce à quoi il a beaucoup contribué, mais aussi parce que chacun, dans son domaine, dans son pays, chaque gouvernement a reconnu qu'il était d'accord profondément avec cet accord. Donc c'est ça qui est important et c'est ça la très bonne nouvelle. Au-delà, il y en a eu d'autres. Oui. Maxime Combes, vous êtes d'accord, vous aussi, donc c'est la bonne nouvelle, l'entrée en vigueur de l'accord Moi, j'ai toujours un peu de mal de discuter et d'entrer en matière sur la question climatique entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. C'est un peu une façon un peu limitée. Effectivement, l'accord de Paris est aujourd'hui entré en vigueur. Et la deuxième conséquence de cela, c'est qu'on ne va pas le modifier de sitôt. Il est là pour des années, avec ses qualités, notamment l'article 2 de l'accord de Paris qui prévoit de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés ou idéalement autour d'1,5 degré. Mais également, il est là avec ses défauts. Et ces défauts, malheureusement, on peut le constater, ont été illustrés à travers cette COP22 qui restera pour nous une COP de l'incertitude et de l'indécision et une COP finalement au-delà du discursif et des interventions orales, peu en mesure de délivrer une réponse politique à l'élection de Donald Trump qui vient fragiliser l'édifice qui a été construit par les architectes de l'accord de Paris. Alors pourtant, il était prévu donc de se fixer des objectifs dans un calendrier très serré avant la fin des engagements pris par le protocole de Kyoto. Pourtant, beaucoup de décisions ont été reportées. Pourquoi, Laurence Tubiana ? Non, c'est une... Enfin, je suis désolée de vous dire ça comme ça, c'est pas du tout vrai. Pourquoi ? Parce que cette COP, avec un peu cet effet de surprise d'avoir la première réunion de la mise en œuvre de l'accord de Paris dès novembre, et il ne faut jamais oublier que cet accord de Paris, normalement, il s'applique après 2020. Ce n'est pas un accord qu'on applique avant, même si toute la dynamique politique va essayer de... Oui, mais il y a une mise en route. Oui, en mais fait, la mise en route... Sur des points qu'on s'est fixés, comme il a parlé des 2 degrés, il y a les contributions Non, pas du volontaires. tout. Tout ça est fixé. C'est pour ça qu'il est détaillé. C'est pour ça que Maxime Combes peut dire oui, effectivement, on ne va pas le renégocier de sitôt parce que tout ça est très précis. Ce qui reste à faire, c'est des détails importants, mais des détails. Le système de vérification mutuelle, qui est un peu un des cœurs de l'application de l'accord de Paris. C'est donc les règles de ce qu'on appelle de transparence.
Le deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ces contributions nationales, comment on le décrit, quel est le degré de précision. C'est ça les deux grands sujets qui restent à négocier. Mais comment on le surveille, on a décidé? Mais c'est ce que j'appelle la transparence. Donc c'est les règles. Alors il y a beaucoup de choses déjà dans le texte de Paris sur la transparence. Le fait qu'on n'a plus qu'un seul système qui couvre tout le monde. Le fait qu'on doit tous les 2 ans montrer ce qu'on a fait et détailler les mesures qu'on a prises pour obtenir des résultats. Ça, c'est déjà défini dans le texte de Paris. Il reste maintenant c'est vraiment des détails assez techniques sur la transparence. Mais ça, la bonne nouvelle de Marrakech, c'est que tout le monde a été d'accord pour finir vite. Et vite, ça veut dire bien avant le moment d'application légale de l'accord de Paris, c'est 2020, et de finir en 2018. 2018. Donc c'est ça, en Pologne. Je ne sais plus où ça va se passer en Pologne, mais à Poznan, je crois. Et donc, il faut, de ce point de vue, il n'y a pas eu de délai. Il y avait d'ailleurs peu à attendre du point de vue de la négociation de cette COP. C'est pour ça d'ailleurs que le Maroc avait focalisé ça sur la COP de l'action. Alors pourquoi les ONG disent que les chefs d'État, les gouvernements sont venus les mains vides? Parce que, effectivement, l'essentiel de l'année a été consacré à ce processus de ratification et finalement, sans venir avec des propositions extrêmement précises ou extrêmement concrètes, que ce soit ou de propositions nouvelles pour la question des financements, hormis des éléments qu'on peut considérer comme relativement limités. Et donc effectivement, nous considérons que, et je pense que c'est un sentiment relativement partagé dans le monde des ONG, qu'on n'a finalement pas utiliser cette COP comme elle aurait pu l'être pour avancer de manière un peu plus sérieuse sur des éléments qui effectivement restent à négocier et le seront peut-être et finalisés peut-être en 2018. Les garanties sur 2018, c'est effectivement l'engagement qui ressort de cette COP 22. On peut être relativement néanmoins inquiet sur la possibilité réelle de finaliser ces éléments d'ici 2018 parce que la question là, qui impacte l'ensemble des négociations est effectivement l'élection de Donald Trump. Et lors des prochaines COP, nous aurons la nouvelle administration américaine en charge de négocier pour les États-Unis ou à l'extérieur même de l'accord de Paris ou du processus de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et ça fait naître un certain nombre d'incertitudes. Et face à ces incertitudes qui sont nées avec l'élection de Donald Trump, finalement, comme les États n'avaient pas grand-chose à mettre sur la table des négociations, on n'a pas de réponse politique au-delà d'un discours un peu général consistant à dire 2 choses. Ne vous inquiétez pas. Et d'autre part, il y a un phénomène d'irréversibilité dans la mise en œuvre des politiques climatiques à l'échelle internationale et nationale. Et d'autant plus que finalement, le secteur privé va prendre le relais d'États éventuellement défaillants ou pas en mesure de mettre en œuvre l'accord. Et ça, c'est pour nous un discours qui est un peu problématique parce que c'est un renversement de perspective. La transition énergétique doit être mise en œuvre avec une orientation extrêmement ferme, orientée, précise, avec une feuille de route qui soit délivrée par les acteurs publics. Donald Trump, justement, on disait hier qu'il allait annuler, je cite, les restrictions tueuses d'emplois dans la production d'énergie, y compris le gaz et le pétrole de schiste et le charbon. Comment on va négocier Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, sur lequel évidemment on peut faire beaucoup de supputations. Il n'y a pas de bon signal depuis le début, mais ça reste encore extrêmement incertain. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de parallèle à ce qui s'était passé avec l'arrivée de George Bush en 2001, où l'administration américaine avait décidé de sortir, puis était finalement revenue à la table de négociation et finalement de plus en plus présente, parce que le coût politique de sortir complètement était perçu comme beaucoup trop grand. Donc on va voir là comment, en fait ça va dépendre très largement de la manière dont les différents chefs d'État et de gouvernement manifestent leur soutien pour la politique climatique et demandent aux États-Unis de le faire. Donc il va mesurer comme ça le coût politique de rester ou de partir. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et vous voyez déjà les mouvements s'organiser aux États-Unis de façon très nette et très importante, c'est les entreprises, les collectivités locales, les mouvements sociaux qui déjà préparent évidemment d'être très très actifs aux États-Unis pour montrer qu'il y a aussi un coût politique intérieur, et ce qui est très important. Et en plus, le pari sur le charbon américain, il est déjà perdu. Il est perdu parce que le charbon, indépendamment des politiques que l'administration Obama a commencé à mettre en place, qui sont mises en place aujourd'hui seulement dans certains États sur ce qu'on appelle la politique. Oui, mais pas partout. Il y a des États qui l'ont déjà mis en œuvre.
du point de vue qui continuera à le faire, parce que mettre c'est un leur frein, décision. Mais de toute façon, le charbon, c'est une affaire perdue parce que tout simplement, c'est pas rentable. Donc, aux il y a une États-Unis. Oui, aux peut-être. États-Unis. Mais Mais alors- donc, ce que je veux dire, pour terminer, il y a donc d'une part le mouvement social, le mouvement politique intérieur qui va faire pression, encore une fois, pour que la nouvelle administration mesure le coût politique de changement. Beaucoup d'entreprises du secteur renouvelable, des États qui sont importants du point de vue économique, notamment comme la Californie ou l'État de New York ou d'autres. Et par ailleurs, la situation réelle de l'économie qui ne pousse pas du tout dans cette direction-là. Alors, les pays vulnérables sont en attente donc, de sommes à débloquer. Tout ça, c'est pas non plus une très bonne nouvelle pour eux. Il a été question de quoi sur le financement du changement climatique? On dit qu'on a beaucoup parlé de ça pendant cette COP. Et finalement, il a été décidé que seuls 20% des 100 milliards qui étaient prévus seront destinés au financement de l'adaptation d'ici 2020. C'est pas une décision, c'est un constat que Une feuille de aujourd'hui, c'est un constat que aujourd'hui, dans l'état actuel de ce que les pays savent faire, de ce que les agences de développement, les banques multilatérales savent faire, si on prolonge les tendances, on arrive en 2020 à environ 20% de financement de l'adaptation. C'est pas une décision. Tout le monde aimerait mieux dépenser 50% pour l'adaptation. Il manque de projets, il manque de savoir-faire, on ne sait pas encore très bien ce que ça recouvre, comment on les compte aussi, est-ce que par exemple on compte les problèmes de gestion de l'eau et de la résilience des infrastructures pour l'eau dans l'adaptation ou non. C'est pas qu'on ne veut pas mettre la main à la poche. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est une prolongation d'une tendance, tout le monde essaye d'en faire plus, ce qui fait d'ailleurs qu'on va avoir l'année prochaine certainement une bonne discussion sur le fonds d'adaptation, mais qui est un très petit fonds, qu'il faut vraiment appeler à ce que les pays aient des politiques présentent des plans d'adaptation précis, qui soient aussi des plans d'investissement, pour que du coup on puisse générer quelque chose. Je suis présidente du conseil d'administration de l'Agence française de développement. On cherche des projets d'adaptation aujourd'hui. C'est pas facile, en partie aussi parce que tout cela, et c'est un peu, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Les bonnes choses, c'est que cet engagement de 100 milliards de dollars d'ici 2020, qui représente quand même une très très petite somme au regard des besoins, ça a à peu près, en gros, rien à voir. Hein. Ce qui est une bonne chose, c'est que tous les pays essayent de faire, d'augmenter l'aide. Ça a été fait dans tous, avec la grande interrogation sur les financements américains, qui est le problème le plus lourd, à mon sens, aujourd'hui, du point de vue de la nouvelle administration. Mais la mauvaise chose, c'est que il faut qu'on compte, parce qu'on est comptable de ces 100 milliards, on est enfermé dans une discussion sur la comptabilisation qui fait qu'y compris, on n'est pas intelligent sur comment on construit des projets qui d'ailleurs peuvent avoir des bénéfices de réduction d'émissions ou d'adaptation, ou les deux en même temps, et être surtout des projets qui soutiennent la sécurité alimentaire, les petits agriculteurs ou les centres de santé. C'est comme ça, mais il y a aussi... Donc il ne faut pas s'accrocher non plus à la lettre, à cette histoire de comptabilisation. C'est important d'obliger les donateurs à dire ce qu'ils font. En même temps, dire c'est pas 50% alors qu'on ne sait pas comment on le compte me paraît pas une très bonne discussion. Maxime Combes, quels sont les secteurs prioritaires justement qui sont les plus fragilisés, qui ont le plus besoin, donc qui sont en attente de ces plans d'adaptation? Un mot d'abord sur l'adaptation et les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a une difficulté, c'est que lorsque on met des politiques de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on peut éventuellement en dégager une certaine forme de rentabilité économique et donc du coup des financements qui peuvent être orientés et sur lesquels il va y avoir un retour sur investissement qu'on peut comptabiliser. Sur les politiques d'adaptation, c'est effectivement beaucoup plus compliqué parce que globalement, la majeure partie des politiques d'adaptation dont on a besoin, notamment dans les pays pauvres, mais pas seulement, sont finalement des investissements qui doivent être faits à fond perdu du point de vue de l'économie, du point de vue du raisonnement économique. Ça parle de pays donateurs. Et donc il faut effectivement dégager des financements publics bien supérieurs pour ces politiques d'adaptation. Et par exemple, nous, ce qu'on considère, et je suis d'accord pour ne pas me focaliser uniquement sur les 100 milliards parce qu'il en faudrait bien plus et pas uniquement sur les taux qu'il faudrait accorder à l'adaptation par rapport au reste, mais par exemple au niveau de l'Union européenne, parce que la question qui nous est posée là au lendemain de la COP22, c'est quelle réponse politique est prise au-delà même de la COP, au-delà même du processus de négociation. Et par exemple, l'Union européenne, qui longtemps s'est prévalue d'être un champion dans la lutte contre les dérèglements climatiques, a la possibilité demain de dégager des financements qui soient adéquats
en termes de politique de lutte contre les dérèglements climatiques et politique d'adaptation, avec simplement la mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières qui soit réellement mise en œuvre et non pas reportée tous les 6 mois jusqu'à l'année prochaine, ce qui est le cours actuel des décisions qui sont prises, et de la même manière, une politique réellement résolue contre l'évasion fiscale devrait nous permettre de récupérer les financements en mesure à la fois d'organiser la transition énergétique sur notre continent, mais également de dégager les financements qui seraient disponibles pour les pays en développement, pour les pays qui en ont besoin. Un point simplement sur cette question d'adaptation et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on observe dans le processus de la COP, parce que l'accord de Paris a été effectivement finalisé, c'est une place de plus en plus grande donnée à l'ensemble des initiatives qui viennent soit d'opérateurs publics ou d'opérateurs privés, de nouvelles alliances. On a des alliances qui sont lancées tous les 4 matins. Sur l'agriculture, maintenant on en a 4 ou 5 différentes. On se demande un peu qui est le pilote dans l'affaire. Et par ailleurs, ça donne une place prépondérante au secteur privé qui est problématique. Prenons le cas de l'agriculture. On sait qu'une politique adéquate, notamment en Afrique, de lutte contre les dérèglements climatiques, mais aussi une politique d'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique, c'est de favoriser la petite paysannerie, de l'agroécologie, de maintenir les paysans dans les territoires ruraux et de ne pas les envoyer dans les villes ou sur les routes de l'immigration internationale. Une série d'alliances qui ont été lancées de partenariats publics-privés, que ce soit pour l'agriculture climato-intelligente, le 4 pour 1000 ou toute une série d'initiatives de ce type, en fait se font en alliance avec Monsanto et Bayer maintenant, avec des multinationales de fertilisation, avec Danone, qui en fait ont un raisonnement qui est tout autre, qui est de considérer, ils prennent ça de manière extrêmement macro, on n'investit pas suffisamment dans l'agriculture en Afrique, on ne met pas assez suffisamment de fertilisants, il faudrait en avoir 10 fois plus, et finalement on est plutôt sur des logiques d'industrialisation et de massification de l'agriculture en Afrique qui ne respectent pas la construction de marchés locaux, la souveraineté paysanne, et ça on a un vrai problème politique là. Et ça montre quoi? Ça montre qu'en fait les solutions au dérèglement climatique ne sont pas des solutions neutres, ni politiquement, ni dans les effets qu'elles vont avoir du point de vue sociaux, de la répartition des ressources et pas simplement financière, et que ça c'est fondamentalement un enjeu et un débat politique. Et donc du coup, là où les États se désengagent fortement, oui, en fait, on aurait besoin plutôt d'avoir une discussion politique sur ces questions. Moi je crois que c'est vrai que peut-être que l'Europe est en pas très bon état pour le faire, mais c'est de la responsabilité européenne aujourd'hui, je ne vois pas qui d'autre. Et c'est pas la Chine qui va proposer une taxe sur les transactions financières, en tout cas ça n'a pas l'air d'être la priorité pour l'instant. Donc tout ça est vraiment dessine un cadre nouveau, mais de toute façon, dans mon esprit en tout cas, l'accord de Paris c'était une première marche. Pourquoi? Parce que depuis 2009, il y avait vraiment le sentiment qu'on n'allait pas y arriver, qu'il n'y aurait pas d'alignement des objectifs de tous les acteurs, qu'on n'allait pas y croire, et que tout ça ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'on partait battu. L'accord de Paris est une première marche, mais un texte d'accord international n'a jamais fait des transformations à lui tout seul dans l'économie réelle. Alors je voudrais quand même, parce que le temps est compté, terminer sur ce point qui a été assez marquant. Les entreprises se sont vraiment mises en avant, les leaders du business pendant cette COP. Ils ont lancé un appel à l'administration américaine, comme quoi elles sont engagées dans la transition énergétique, plus rien ne les arrête. Les entreprises qui appellent les gouvernements à donc modifier les politiques publiques, à donc les adapter pour mettre en route l'accord. Est-ce que ça commence à être le monde à l'envers, les entreprises qui appellent donc les gouvernements à mieux s'engager? Une société, c'est des interactions. Les gouvernements ne font pas des choses quand ils ont l'impression que personne ne va les suivre. C'est même, ils répondent à un électorat quand il y a des élections ou à des forces politiques et sociales. Pourtant, on était habitué à attribuer l'inertie des États à la protection des intérêts de certaines entreprises. Là, cette fois, la question, c'est que les intérêts des entreprises sont aujourd'hui divergents. Bien sûr qu'il y a des lobbies charbon, des lobbies pétrole comme avant, des lobbies qui ne veulent pas toucher à la manière dont on fait le ciment ou l'acier, dont on en a quand même besoin. Donc ceux-là, ils sont actifs, très actifs. Ils se sont d'ailleurs réveillés à préparer en disant « Oh là, on pensait que ça n'allait pas marcher et il faut qu'on se batte ». Mais aujourd'hui, heureusement, c'est ce qui me rend modérément optimiste, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui qui ont intérêt à l'énergie renouvelable, à l'efficacité énergétique, à les sociétés d'assurance. Il y a
des intérêts économiques qui font pression, comme les autres font pression, sur les gouvernements pour avoir des politiques plus favorables, notamment pour ne pas démanteler les subventions aux énergies renouvelables ou les politiques d'achat par exemple, ou d'autres domaines. Donc les gouvernements ne feront jamais quelque chose, enfin je ne crois pas au leader éclairé qui, contre l'avis de tout le monde, fait quelque chose. Ça ne marche que si il y a des mouvements sociaux, et en particulier, c'est très important, la manière dont le monde du travail se investit cette question, des mouvements sociaux et des acteurs économiques qui disent il faut y aller. N'oublions pas aussi, ce dont on n'a pas parlé jusque-là, qui sont le mouvement qui se passe dans les villes et qui sont très importants, parce que du point de vue politique électoral, ce sont des mouvements très importants. Dernier point, les gouvernements ont fait leurs déclarations. Ça a été compliqué à négocier, non pas parce qu'il y avait une hésitation à l'affirmation de « on continue », face aux hésitations potentielles de l'administration américaine. Mais il n'y a pas que les entreprises qui ont réagi, tout le monde a réagi. Maxime Combe, sur... Il faut reconnaître aux architectes de l'accord de Paris d'avoir réussi en fait à détacher une partie du capitalisme traditionnel, des multinationales, des entreprises, et alors à les avoir de fait un peu obligés à se réajuster en fonction de l'accord de Paris. Nous avons une inquiétude sur le fait que ce réajustement soit réellement profond et qui puisse perdurer dans le temps, parce que de fait l'élection de Donald Trump vient chambouler cela et vient offrir d'autres types d'alliances à toute une partie de ces acteurs-là, notamment les multinationales qui dépendent fortement des industries et des énergies fossiles. Le deuxième élément, c'est qu'il faut bien voir, y compris dans quelle mesure un certain nombre de sociétés d'assurance ou un certain nombre de multinationales ont modifié leur position vis-à-vis du changement climatique, c'est dans la perspective également de faire perdurer leur économie et leur histoire et leur futur en termes de rentabilité économique. Et là, il y a une inquiétude parce que ça va de pair de fait avec une forme de nous, ce que nous considérons comme un désengagement des États, où on transfère un peu cette responsabilité maintenant au secteur privé. Et il faut bien voir que cette transition menée uniquement par le secteur privé, finalement la puissance publique ne serait là que pour délivrer des signaux et non pas des réglementations, des encadrements. Comment vous avez ressenti ça en fait, cette espèce de délégation en fait, de se fier, enfin voilà, de se pencher sur les entreprises, de léguer ce travail aux entreprises? Pourquoi vous dites que c'est un désengagement? C'est un désengagement dans le discours. Par exemple, Ségolène Royal, dans son intervention de clôture à la COP 22, a dit que maintenant l'assurance vie de l'accord de Paris et du futur, c'était les forces vives et principalement le secteur des entreprises privées. Et quand les entreprises privées modifient leurs décisions d'investissement, elles le font en fonction de leurs exigences, qui sont notamment des exigences financières ou industrielles, et qui ne sont pas forcément celles des exigences des populations. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'agriculture. Quand Danone pense agriculture en Afrique, ce n'est pas sûr que ce soit du point de vue de l'ensemble des paysans, des petits paysans qui existent sur le continent africain. Et donc les solutions proposées et mises en œuvre ne sont pas des solutions neutres sur le plan technique, politique, social, économique. Et c'est donc là on a des confrontations. Donc fondamentalement, le climat reste un champ de bataille politique qui détermine finalement dans quelle société nous voulons vivre. Et nous, notre inquiétude, c'est de voir finalement le secteur public, les gouvernements se désengager relativement et de ne plus faire qu'envoyer des signaux sans mettre en œuvre les réglementations qui sont nécessaires. Et de ce point de vue-là, bien entendu, les collectivités territoriales, bien entendu, un certain nombre d'acteurs économiques, notamment engagés dans les énergies renouvelables, les mouvements sociaux vont continuer à se battre, à défendre une perspective de transformation extrêmement profonde de la société dans laquelle nous vivons. Mais il faut bien se rendre compte de ce que signifient les 2 degrés. Les 2 degrés, c'est globalement se passer des énergies fossiles à moyen terme dans les économies majeures de la planète. Et ça veut dire une transformation extrêmement profonde des sous-bassements énergétiques et des sous-bassements matériels de notre économie qui ne se passeront pas simplement avec l'envoi de quelques signaux discursifs et éventuellement un peu de régulation, en tout cas d'accords internationaux via la COP 21. Vous voyez aucun signal pour le moment Si, il y a des signaux, mais ce dont on a besoin, c'est fondamentalement une prise en charge politique de cette transition-là. Et je vais prendre cet exemple pour conclure. La Rust Belt aux États-Unis, qui a fait élire Donald Trump, a vécu les conséquences d'une transition grave, mais industrielle importante, non maîtrisée par le politique, et qui a conduit toute une série de gens à aujourd'hui être en désaccord avec les politiques de libéralisation sur les 20 ou 30 dernières années. La question qui nous est posée aujourd'hui, au lendemain de l'élection de Donald Trump, c'est comment on régule au niveau international cette mondialisation et comment on assure que les intérêts des acteurs privés vont conduire, parce qu'ils seront réglementés, parce qu'ils seront orientés, à mettre en œuvre une véritable transition énergétique qui soit au profit
des populations pour assurer leur bien-être, pour assurer de l'emploi, pour assurer la justice sociale, et non pas simplement au profit des intérêts des pas donner des le volant aux intérêts privés pour conduire la barque. Laurence Tubana, pour conclure, s'il vous plaît, un petit mot. Je crois que cette histoire de transition est très importante parce que si on n'arrive pas à montrer, on va avoir des élections en France, je vois que le sujet écologique est très mineur. Enfin, il n'est pas mineur, il est juste absent. On va voir ce qui va se passer. Ça a été le cas d'ailleurs dans le débat politique autour du Brexit, où là c'est plutôt l'écologie a plutôt été vue comme un frein au développement économique, en tout cas au Royaume-Uni, donc avant même les élections américaines. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui du mouvement pour cette transition énergétique, pour une économie circulaire, enfin tout ce qui est les caractéristiques de ce qu'on peut appeler le développement soutenable. Il n'y a pas de portage politique aujourd'hui, enfin il n'y en a plus. Et en même temps, il y a, comme le dit Maxime, un ressentiment très profond de gens qui se sentent abandonnés et qui ne comprennent pas comment ça pourrait être une transition juste. Et si on ne dit pas quelque chose à ceux qui sont dans les mines de charbon en Allemagne, si on ne dit pas quelque chose à ceux qui sont dans les territoires français, qui ont l'impression que de toute façon l'écologie c'est encore un problème pour eux, parce qu'on les empêche de consommer comme avant, et de toute façon ils ont de moins en moins accès à des services, on génère cette colère qui aujourd'hui n'est pas une force qui va dans ce sens. Donc c'est un combat, mais pour l'instant, les forces qui s'alignent en faveur de ce combat, elles sont petites, et en tout cas elles laissent de côté beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de membres de la société qui ne s'y reconnaissent pas. Je trouve que c'est ça le plus grave. C'est pas de savoir si l'accord de Paris va survivre, j'espère que oui, parce que sinon on va encore prendre 5-10 ans de retard dans une négociation qui n'est pas le sujet, parce que le sujet c'est l'action. Mais ce que je vois, c'est que la question politique devient majeure et qu'on n'est pas en train de la traiter. Merci beaucoup de votre contribution, merci aux internautes de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.